Le jour de son mariage, Escha savait que toute la famille de son mari attendait sa chute. Depuis 5 ans, sa belle-mère jurait qu'une fille aussi belle, aussi libre, aussi sûre d'elle ne pouvait pas être encore vierge. Alors, le soir du mariage, elle demanda une preuve. Le lendemain matin, le drap blanc devait prouver si Escha était encore vierge ou non. Bienvenue sur Serafina et ses histoires. Avant de commencer, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Escha avait ce genre de beauté qui dérange. Pas le genre qui supplie l'attention, mais le genre qui la capte sans effort, sans calcul, sans même le vouloir vraiment. Elle marchait dans les rues des Almadies avec cette façon bien à elle de porter ses robes, ses tenues qui épousaient chaque courbe de son corps, et les regards se posaient sur elle comme des oiseaux sur une branche, naturellement, irrésistiblement, sans qu'elle puisse grand-chose pour les en empêcher. Elle avait 20 ans. Cette légèreté propre à cet âge où l'on croit encore que le monde entier peut se ranger du côté de votre bonheur si seulement vous le décidez. Quelque chose dans sa démarche, dans la façon dont elle relevait le menton quand elle traversait une salle, donnait l'impression qu'elle avait compris ce secret avant tout le monde. Ce que les gens ne savaient pas d'Escha parce qu'ils ne prenaient jamais la peine de poser les questions qui comptaient, c'est qu'elle s'était construite seule. Pas tout à fait seule, il y avait sa mère Aminata, mais seule au sens de ces personnes qui apprennent à ne compter que sur leur propre colonne vertébrale parce que la vie les a placées devant cette nécessité dès l'adolescence. Elle avait grandi dans un appartement de 3 pièces à Médina, là où les murs sont minces et les rêves obligés de se tenir tranquilles. Elle avait appris à coudre ses propres vêtements à 15 ans parce qu'il n'y avait pas toujours l'argent pour acheter ce qu'on aimait. Et c'est peut-être pour ça que ses tenues avaient cette précision dans la coupe, cette façon d'être exactement à sa taille, ni plus ni moins. Elle avait obtenu son baccalauréat avec mention, puis une licence en gestion des entreprises à l'université, tout en travaillant les week-ends dans une boutique de prêt-à-porter du centre-ville pour contribuer au loyer. Ces choses-là, personne dans le quartier n'y pensait quand les yeux glissaient sur ses robes. Lamine l'avait remarqué 5 ans plus tôt, dans une de ces soirées qu'organisent les jeunes gens de bonne famille au bord de la mer, ces soirées où la musique monte avec la nuit et où les conversations légères cachent parfois des rencontres qui durent toute une vie. Il avait 25 ans à l'époque, déjà directeur général d'une société spécialisée dans l'automobile qui portait le nom de son père et qu'il avait transformé en quelque chose de bien plus grand, bien plus moderne que ce que son géniteur avait osé envisager. Il était ce genre d'homme que les autres respectent avant même d'avoir échangé 3 mots avec lui, non pas à cause de l'argent ni à cause du costume, mais à cause de quelque chose qui se lisait dans ses yeux, une certitude tranquille, une façon d'occuper l'espace sans écraser personne. Quand il avait vu Escha ce soir-là, il avait d'abord pensé à une illusion. Pas à cause de sa beauté, non, il en avait croisé d'autres. Mais à cause du sourire qu'elle lui avait adressé quand leurs regards s'étaient croisés, un sourire qui ne promettait rien et qui pourtant disait tout. Un sourire qui ressemblait à une fenêtre ouverte sur quelque chose d'authentique dans un monde qui avait depuis longtemps oublié ce mot-là. Ils s'étaient approchés. Ils avaient parlé. Et quand la soirée s'était terminée, il avait su, avec cette certitude des hommes qui ne se trompent qu'une fois dans leur vie, qu'il venait de rencontrer la femme avec laquelle il allait vouloir construire quelque chose de durable. Ce soir-là, pendant qu'il lui parlait, il avait remarqué quelque chose que peu d'hommes auraient noté. Quand une blague circulait dans le groupe et que tout le monde riait mécaniquement, Escha, elle, ne riait que si quelque chose lui semblait vraiment drôle. Et quand elle ne trouvait pas ça drôle, son visage gardait une neutralité sereine, sans la gêne de celle qui cherche à plaire à tout prix. Il y avait dans cette intégrité microscopique quelque chose qui lui avait parlé plus que n'importe quelle beauté. 5 années avaient suivi cette nuit-là. 5 années pendant lesquelles leur amour avait grandi avec la discrétion des choses solides, sans les feux d'artifice des passions superficielles, mais avec cette constance qui fait qu'on se retrouve chaque matin reconnaissant d'avoir quelqu'un à qui sourire avant même d'avoir pris son café. Lamine conduisait Escha au restaurant le vendredi soir, dans ces endroits calmes du plateau où la lumière est douce et où les serveurs connaissent votre nom. Il lui envoyait des messages en plein milieu de réunions importantes parce qu'une pensée d'elle venait de traverser son esprit et qu'il ne voyait aucune raison de la garder pour lui. Elle l'attendait parfois devant son bureau quand les journées s'étiraient trop longtemps, avec un repas préparé de ses mains et ce regard patient qui lui disait sans un mot que sa présence, à elle seule, était tout ce dont elle avait besoin. Ils avaient leur langue à eux, comme tous les couples anciens. Un regard dans un dîner familial qui signifiait « on part dans 20 minutes ». Un silence au téléphone qui voulait dire « je suis fatigué mais content que tu sois là ». Ils avaient leurs habitudes du dimanche matin, lui qui préparait le café noir et trop fort qu'elle ne buvait jamais seule parce qu'elle trouvait ça amer, et elle qui ajoutait le lait sans qu'il lui demande parce qu'elle savait qu'après le premier verre il allait le regretter.
Ces petites géographies intimes que deux personnes construisent sans le planifier, et qui deviennent avec le temps plus révélatrices que n'importe quelle grande déclaration. Il n'avait jamais franchi la ligne que certains couples franchissent dès les premières semaines. Lamine le respectait profondément, non par manque de désir car le désir était là, brûlant et réel, mais parce qu'Esha lui avait dit dès le début qu'elle tenait à cette chose, à ce secret d'elle-même qu'elle voulait garder intact jusqu'au moment voulu. Elle le lui avait dit simplement, sans dramatiser, avec cette sincérité directe qui était sa signature. « Je suis vierge, Lamine. Et je veux le rester jusqu'à ce que ce soit juste. » Il l'avait regardée, avait pris sa main, et avait simplement répondu que ce n'était pas un problème. Pour lui ça n'en était pas un. Il était amoureux de tout ce qu'elle était, et ce qu'elle gardait en elle faisait partie de ce tout. Il y avait eu un soir, 2 ans après le début de leur relation, où cette limite avait failli ne pas tenir. Pas parce qu'Esha avait changé d'avis sur ce qu'elle voulait, mais parce que le désir est parfois plus fort que les décisions prises dans la lucidité du matin. Il rentrait d'un mariage d'amis, les sens un peu débordants de la fête et de la nuit chaude, et dans la voiture quelque chose avait commencé à se construire entre eux, une chaleur différente, une urgence nouvelle. Lamine s'était arrêté devant chez elle, avait coupé le moteur, et il s'était regardé dans l'obscurité avec cette conscience partagée de ce qui était possible et de ce qui était en train d'être choisi. C'est Lamine qui avait reculé le premier. Il avait pris son visage entre ses paumes, l'avait regardé dans les yeux, et avait dit pas comme ça. Pas parce qu'il n'en voulait pas, mais parce qu'il voulait que ce soit dans les conditions qu'elle avait choisies pour elle-même. Elle avait appuyé son front contre le sien et n'avait rien dit. Ce geste-là avait tout dit. Le problème dans cette histoire n'était pas Lamine. Le problème avait un prénom, une autorité naturelle, et une façon bien précise d'entrer dans une pièce qui faisait que les conversations s'arrêtaient et que chacun se redressait légèrement sans s'en rendre compte. Le problème s'appelait Rama. La mère de Lamine était une femme dans la soixantaine, belle encore avec les années qui avaient creusé des lignes nobles sur son visage, une femme qui portait le grand boubou avec cette dignité des matriarches dakaroises qui ont traversé des décennies de transformation sans jamais perdre le fil de ce qu'elle croyait juste. Elle aimait son fils d'un amour possessif et sincère à la fois, de cet amour des mères qui ne font pas les choses à moitié, qui veillent sur leurs enfants jusqu'à l'os et qui considèrent que même marié, même père, même vieux, un fils reste quelque chose qui vous appartient un peu. Rama n'avait pas eu une vie facile, même si les apparences ne le montraient pas. Elle avait perdu son mari à 50 ans, d'une maladie du cœur qui n'avait pas prévenu, et elle avait porté ce deuil avec la dignité des femmes qui ne s'autorisent pas à s'effondrer parce qu'elles ont encore des fils à tenir debout. Elle avait géré seule la transition de l'entreprise familiale, avait tenu les réunions avec les associés sans que personne ne remarque qu'elle tremblait à l'intérieur. Elle avait reconstruit autour d'elle-même cette armure de certitude que les femmes de sa génération portaient comme une seconde peau, parce que les certitudes protègent mieux que la tendresse dans un monde qui ne vous épargne pas. Rama n'aimait pas Esha. Ou plutôt, elle n'aimait pas ce qu'elle croyait qu'Esha était. Elle regardait les robes, les tenues, cette façon qu'avait la jeune femme de rire fort et de parler sans baisser les yeux, et elle superposait sur tout ça l'image d'une fille légère, d'une fille sans retenue, d'une fille qui ne méritait pas de porter le nom que son fils portait. Elle n'avait jamais rien dit clairement, elle était trop fine pour ça. Mais ses silences avaient une façon de peser dans les dîners en famille, ses sourires polis avaient une façon de sonner creux, et quand Esha lui adressait la parole, il y avait dans le regard de la vieille dame quelque chose qui ressemblait à une évaluation permanente dont le verdict était déjà rendu avant que le procès commence. Il y avait eu un dîner, 18 mois plus tôt, où Esha avait failli perdre cette sérénité qu'elle portait comme un bouclier. Rama avait dit, à voix assez haute pour être entendue de toute la table, que les filles d'aujourd'hui ne savent plus comment tenir une maison. Elle ne regardait pas Esha en disant ça. Elle n'avait pas besoin de la regarder. Tout le monde avait compris à qui la remarque s'adressait. Esha avait levé les yeux de son assiette, avait croisé le regard de Lamine qui avait cette expression de quelqu'un qui voudrait intervenir et ne sait pas encore comment, et elle avait simplement souri. Un sourire doux, patient, qui ne concédait rien. Puis elle avait repris sa fourchette et avait continué à manger. Sous la table, la main de Lamine avait cherché la sienne et l'avait serrée. Quand Lamine était arrivé chez sa mère ce dimanche après-midi avec l'intention de lui annoncer sa décision d'épouser Esha, Rama avait d'abord gardé le silence. Un silence long, profond, de ceux qui en disent davantage que n'importe quelle parole. Puis elle avait versé le thé lentement, avait regardé les petites bulles se former à la surface de la tasse, et avait commencé à parler de la tradition. Non pas pour contester le choix de son fils, avait-elle précisé,
car elle savait qu'il était un homme à présent et que les hommes font leur propre choix. Mais pour lui rappeler ce que ses ancêtres avaient toujours fait, ce que sa propre mère avait fait avant elle, et ce que la famille attendait d'une union digne de ce nom. La tradition dont elle parlait était ancienne, portée par des générations de femmes et d'hommes qui y voyaient une façon d'établir la confiance dès la première nuit du mariage. Le drap blanc. La vérification. La preuve que la jeune épouse avait préservé sa jeunesse pour l'homme qui devenait son mari. Lamine avait écouté sa mère sans l'interrompre, avec ce respect profond qu'il avait pour elle malgré leurs différences. Et quand elle avait terminé, il avait posé sa tasse et réfléchi un moment avant de répondre. Il n'était pas convaincu. Non pas parce qu'il avait des doutes sur Aïcha lui avait dit la vérité et il la croyait, mais parce que quelque chose en lui résistait à l'idée d'imposer une telle épreuve à la femme qu'il aimait. Il y avait quelque chose de difficile dans cette demande, quelque chose qui lui semblait en contradiction avec le respect qu'il lui portait, avec la confiance qu'ils avaient construite ensemble pendant 5 ans. Il voulait refuser. Il cherchait les mots pour le faire avec délicatesse, pour ne pas blesser sa mère tout en protégeant sa future femme. Mais Rama avait insisté. Avec cette douceur obstinée des mères qui savent exactement jusqu'où pousser sans briser, elle avait insisté. Elle avait parlé du regard des tantes, des cousines, des voisines. Elle avait parlé de ce que les gens allaient dire si cette tradition était abandonnée, comme si y renoncer revenait à valider tous les murmures que le quartier nourrissait depuis des années sur la réputation d'Aïcha. Et puis elle avait dit quelque chose qui avait atteint Lamine là où il était le plus vulnérable. Elle avait dit que si Aïcha était vraiment telle qu'elle le prétendait, elle n'aurait aucune raison d'avoir peur de cette nuit. Que la vraie confiance n'avait pas besoin de se soustraire à la preuve. Lamine était rentré chez lui ce soir-là avec un poids sur les épaules qu'il n'arrivait pas tout à fait à nommer. Il aimait Aïcha. Il lui faisait confiance. Mais il n'était pas non plus tout à fait certain, avec cette honnêteté inconfortable que les amoureux s'accordent rarement, que sa confiance était absolue. 5 ans pendant lesquels Aïcha avait dit la vérité, et il la croyait. Mais entre croire quelqu'un et avoir la certitude que cela correspond à la réalité, il y avait un espace que le doute habitait parfois la nuit, silencieusement, sans se montrer vraiment. Il avait décidé d'en parler à Aïcha. Pas pour lui imposer quoi que ce soit, mais parce qu'il pensait qu'elle méritait d'être mise dans la confidence plutôt que de découvrir cette tradition le soir même de son mariage sans y avoir été préparé. Il avait appelé pour lui demander de le rejoindre au bord de la mer, dans ce coin discret de la corniche où ils avaient l'habitude de venir s'asseoir quand ils avaient besoin de se parler vraiment, sans le bruit de la ville autour d'eux. C'était une fin d'après-midi de septembre, le genre d'heure où l'océan Atlantique prend cette couleur d'argent fondu que les photographes viennent capturer de loin et que les habitants de Dakar regardent sans s'enlacer. Les pêcheurs rentraient avec leurs pirogues colorées, et l'odeur du sel et du poisson frais se mêlait à celle de la ville. Ils s'étaient assis sur les rochers plats qu'ils connaissaient par cœur, ceux où les vagues ne montaient pas assez haut pour mouiller les chaussures mais assez pour qu'on les entende frapper avec régularité. Lamine lui avait tout expliqué. Les mots de sa mère, la tradition, le drap blanc, ce que la famille attendait. Il avait regardé Aïcha en lui parlant avec cette attention des gens qui cherchent à lire ce que le visage dit avant que la bouche réponde. Et il avait vu plusieurs choses se succéder sur ce visage. D'abord une légère tension aux mâchoires, celle de quelqu'un qui reçoit une nouvelle difficile. Puis quelque chose qui ressemblait à de la tristesse, une tristesse discrète, pas spectaculaire, la tristesse de quelqu'un qui comprend que même l'amour le plus sincère ne suffit pas toujours à effacer les préjugés que le monde a décidé de vous coller dessus. Et puis, après un long silence pendant lequel les vagues avaient continué à frapper les rochers avec leur indifférence habituelle, quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Aïcha avait ramassé un petit caillou, l'avait tenu dans sa paume un instant, l'avait regardé comme si elle cherchait à en mémoriser le poids, puis l'avait jeté dans l'eau. Elle avait regardé les cercles s'élargir jusqu'à disparaître. Puis elle avait regardé Lamine dans les yeux. Elle avait pris une inspiration. Et elle avait dit oui. Pas d'une voix hésitante, pas avec une grimace ou un soupir de résignation, mais avec une clarté tranquille qui avait désarçonné Lamine plus que tout ce à quoi il s'était attendu. Elle avait dit que oui, elle comprenait la tradition, que oui, elle acceptait, et que non, il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Elle avait même souri en disant ces derniers mots, ce sourire qu'il reconnaissait entre mille, celui qui signifiait qu'elle savait quelque chose que les autres ne savaient pas encore et qu'elle prenait un plaisir infime à le garder pour elle quelques instants de plus. Lamine l'avait regardé longtemps après ça sans rien dire. Quelque chose dans la sérénité d'Aïcha ce soir-là lui avait parlé plus fort que toutes ses paroles.
Il y avait dans cette acceptation calme, dans ce sourire sans l'ombre d'une anxiété, une confiance en elle-même qui était soit le signe d'une femme qui n'avait rien à craindre, soit celui d'une comédienne extraordinaire. Et Lamine, qui connaissait Técha depuis 5 ans, qui savait comment elle mentait maladroitement, avec ses petites rougeurs au cou qu'elle ne pouvait pas contrôler, qui savait comment elle se comportait quand quelque chose la tracassait, avait vu dans ses yeux ce soir-là qu'elle ne jouait pas la comédie. Elle disait la vérité. Il en était presque certain. Sur le chemin du retour, quand il l'avait raccompagnée jusqu'à la porte de son immeuble, Técha s'était retournée une dernière fois avant d'entrer. « Tu n'auras pas à le faire, » avait-elle dit. « Tâchez le drap toi-même. Tu n'auras pas besoin. » Il avait hoché la tête, les yeux dans les siens, et quelque chose entre eux s'était installé dans ce silence-là qui ressemblait à une promesse faite dans les deux sens à la fois. Dans la maison familiale d'Técha, de l'autre côté de la ville, sa mère Aminata avait reçu la nouvelle du mariage avec la joie simple des parents qui voient leur enfant arriver à bon port. Aminata était une femme du peuple, sans fortune ni prétention, mais avec cette richesse des mères qui ont tout donné à leurs enfants sans jamais en faire un fardeau. Elle avait élevé Técha seule pendant les 10 dernières années, depuis que leur vie avait pris ce tournant difficile dont les familles parlent rarement à voix haute, et elle avait mis dans cette éducation tout ce qu'elle avait de courage, de tendresse et de conviction. Aminata travaillait comme aide-soignante dans une clinique de Fannes depuis 22 ans. Elle se levait à 5 heures du matin, prenait le car rapide dans le noir encore plein d'étoiles, et rentrait parfois si tard que sa fille dormait déjà. Mais les matins où elle était là, elle préparait le déjeuner des chats, lui tressait les cheveux si le temps le permettait, et lui rappelait, comme un mantra doux mais constant, que le monde appartenait à ceux qui avaient décidé de ne pas se laisser définir parce que les autres pensaient d'eux. Elle n'avait pas de grands discours, Aminata. Elle avait des gestes. Et ces gestes avaient construit sa fille de l'intérieur, pierre par pierre, sans qu'on le voie de l'extérieur. Il y avait quelque chose qui pesait sur le cœur d'Aminata depuis quelques jours avant le mariage. Elle n'avait pas été mise dans la confidence de la tradition par Técha, et pourtant elle sentait, avec ce flair des mères qui perçoit les choses sans qu'on les leur dise, qu'il y avait autour de ce mariage une attente particulière, une tension sous-jacente que les sourires de façade ne dissimulaient pas tout à fait. Et puis il y avait les rumeurs, ces choses affreuses que les langues de quartier fabriquent sur les filles qui s'habillent comme Técha s'habillait. Ces suppositions mesquines que les gens transforment en certitudes quand ils n'ont pas autre chose à faire de leur temps. Aminata avait appelé sa fille un mardi soir, 3 jours avant le mariage. Elle l'avait appelée et avait attendu que la voix d'Técha soit stable, détendue, qu'il n'y ait personne d'autre dans la pièce, avant de lui poser la question. Elle la lui avait posée avec tout l'amour dont une mère est capable, avec toute la délicatesse de quelqu'un qui sait que la réponse a de l'importance mais qui veut avant tout que son enfant se sente en sécurité. « Ma fille, » avait-elle dit. « Dis-moi, est-ce que tu as gardé ta jeunesse ?» Il y avait eu un silence au téléphone. Puis Técha avait ri doucement, de ce rire qui ressemblait exactement à celui de sa mère, ce petit rire bas qui ne se moque pas mais qui dit « je t'aime même quand tu me poses des questions inutiles ». Et elle avait répondu avec une assurance qui n'avait rien de l'arrogance mais tout de la certitude. « Maman, ne t'inquiète pas. Le jour venu, tu seras surprise. Fais-moi confiance. » Aminata avait gardé le silence quelques secondes de plus. Elle avait regardé par la fenêtre les lumières de la rue, les enfants qui jouaient encore dehors malgré l'heure, et elle avait pensé à toutes les nuits où elle s'était levée pour vérifier qu'Técha dormait bien, qu'elle respirait bien, qu'elle était bien là. Cette vieille habitude des mères de prendre en charge l'existence entière de quelqu'un et de ne pas savoir s'en défaire même quand cette personne a 25 ans et une vie bien à elle. Puis elle avait dit « d'accord ma fille ». Et elle avait raccroché avec le cœur un peu plus léger, sans pouvoir se débarrasser complètement de l'inquiétude qui était la marque de fabrique des mères depuis que le monde était monde. Le mariage avait eu lieu un samedi d'octobre, dans une salle de Sacré-Cœur que la famille de Lamine avait choisie avec soin, une de ces grandes salles blanches aux lumières chaudes où les robes brodées des tentes capturent les reflets dorés et où les griottes font monter la fête jusqu'au plafond. La cérémonie avait été belle, de cette beauté un peu solennelle des grands mariages dakarois où chaque détail a été pensé, chaque minute organisée. Les préparatifs de la matinée avaient été un monde à part. Dans l'appartement d'Aminata, transformé pour l'occasion en salon de beauté improvisé, 5 femmes s'activaient autour d'Técha, sa tante Kadi qui piquait les dernières broderies sur la tenue, sa cousine Fatou qui s'occupait du henné, 2 amis qui tournaient avec les épingles et les voiles comme des satellites autour d'une planète. Aminata, elle, se tenait légèrement à l'écart, les mains croisées sur le ventre, et regardait sa fille avec ce regard des mères qui essaie de mémoriser chaque détail d'un moment en sachant qu'il ne se reproduira pas. À un moment,
Toutes les autres femmes étaient sorties de la pièce pour aller chercher quelque chose ou répondre à un appel. Aminata et Aisha s'étaient retrouvées seules quelques minutes dans la chambre. Aminata s'était approchée, avait ajusté un pli du voile avec ses doigts précis d'aide-soignante. Et sans rien préméditer, sans avoir planifié ce moment, elle avait dit simplement « Je suis fière de toi. Pas de ce mariage. De toi. » Aisha avait fermé les yeux une seconde. Quand elle les avait rouverts, il y avait quelque chose dedans que le maquillage n'aurait pas suffi à cacher, une émotion vraie, nue, de celle qu'on n'autorise qu'à quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement pris la main de sa mère et l'avait gardée une longue seconde dans la sienne. Aisha était magnifique ce soir-là. Cela ne surprenait personne et pourtant ça surprenait quand même. Parce qu'il y a une différence entre être belle dans une soirée au bord de la mer et être belle dans une tenue de mariée brodée d'or qui transforme une femme en quelque chose qui dépasse sa propre image. Elle portait ce jour-là une dignité nouvelle, quelque chose de posé, de serein, qui contrastait avec ce que les habitués croyaient connaître d'elle. Même ceux qui avaient les moins bonnes pensées à son égard ne pouvaient pas s'empêcher de la regarder avec quelque chose qui ressemblait à du respect malgré eux. Rama était assise à la place d'honneur avec les autres matrones, enveloppée dans un boubou d'un bleu profond qui lui donnait l'allure d'une reine, et elle regardait Aisha avec ses yeux de femme qui a décidé depuis longtemps ce qu'elle pensait de vous et qui cherche dans chaque geste des preuves supplémentaires de ce verdict. Pendant toute la cérémonie, son visage était resté fermé, poli, de cette politesse froide des gens qui participent à quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment choisi mais qu'ils acceptent par amour de ceux qui ont choisi. À un moment dans la soirée, Aisha et Rama s'étaient retrouvés côte à côte par un de ces hasards de la logistique des grandes fêtes. Un instant bref, quelques secondes à peine, pendant lequel personne ne les regardait vraiment. Rama avait gardé les yeux droits devant elle. Aisha avait tourné légèrement la tête vers elle. Et sans sourire forcé, sans la politesse de façade qu'elle s'échangeait d'habitude, Aisha avait dit très doucement, presque pour elle-même. « Cette nuit va tout changer. » Rama n'avait pas répondu. Mais quelque chose dans son profil s'était imperceptiblement contracté. Un muscle dans la mâchoire. Une légère tenue du souffle. Elle avait entendu. Lamine, lui, ne regardait qu'Aisha. Il y avait dans ses yeux ce soir-là quelque chose que ses amis ne lui avaient pas souvent vu, une vulnérabilité tranquille, un abandon que les hommes de sa trempe se permettent rarement en public. Il regardait celle qui allait devenir sa femme et dans ce regard il y avait toute la certitude de quelqu'un qui sait qu'il est exactement là où il doit être, et en même temps cette légère fragilité de quelqu'un qui tient quelque chose de précieux entre ses mains et qui mesure à quel point ce serait dévastateur de le laisser tomber. La fête avait duré jusqu'à tard dans la nuit. Les danses, les youyous, les tables chargées de thiéboudiennes et de yassa, les enfants qui couraient entre les chaises des grandes personnes, les vieux qui refaisaient le monde dans un coin, les jeunes qui filmaient tout avec leur téléphone. Puis progressivement, dans la logique naturelle des grandes fêtes qui commencent à se vider quand les pieds des convives n'en peuvent plus, la salle avait retrouvé son calme. Les jeunes mariés avaient été conduits dans la chambre préparée pour cette nuit, une chambre dans la grande maison familiale de la mine, décorée avec des fleurs et des bougies et ce lit recouvert d'un drap blanc immaculé qui était au cœur de tout ce que cette nuit allait signifier pour beaucoup de personnes. Rama et Aminata s'étaient installés dans le salon avec quelques autres femmes de confiance. Dans cet arrangement tacite qui était la traduction concrète de la tradition, une veille silencieuse, une façon de signifier que la nuit de noces avait des témoins sans violer l'intimité des mariés. Il y avait dans ce salon ce soir-là une tension que personne ne nommait mais que tout le monde ressentait. Rama buvait son thé en silence avec un visage où se lisait une attente difficile à masquer. Aminata gardait les mains croisées sur ses genoux et regardait par la fenêtre avec la sérénité de quelqu'un qui a fait sa part de chemin et qui laisse maintenant les choses suivre leur cours. Entre les deux femmes, il y avait 5 ans de préjugés d'un côté, 5 ans de foi d'une mère de l'autre, et au milieu de tout ça, une porte fermée derrière laquelle 2 jeunes gens vivaient la nuit la plus importante de leur vie ensemble. Quelqu'un avait mis de la musique en sourdine dans le salon, ces vieilles chansons de Youssou N'Dour qu'on met dans les veillées parce qu'elles connaissent les silences et savent comment les remplir sans les forcer. Une tante avait sorti son chapelet. Une cousine s'était endormie dans le fauteuil du coin, la tête inclinée, les chaussures encore aux pieds. Le temps passait avec cette lenteur particulière des nuits où l'on attend quelque chose de précis sans pouvoir l'accélérer. À un moment, vers 2 heures du matin, Rama s'était levée pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Aminata l'avait suivie des yeux. La grande maison était silencieuse sauf pour le ventilateur qui tournait dans le couloir et pour le bruit lointain de la mer qu'on entendait quand tout le reste se taisait. Dans la cuisine, Rama avait rempli son verre lentement,
les mains posées sur le bord de l'évier, le regard dans le vide de la fenêtre au-dessus. Aminata était entrée à son tour, avait pris un verre, l'avait rempli d'eau. Elles étaient restées là quelques secondes, debout dans cette cuisine éclairée par le seul néon du plafonnier, sans se regarder vraiment. C'est Aminata qui avait parlé. « Votre fils est un homme bien », avait-elle dit. Sans l'ombre d'une fierté mal placée, sans sous-entendu. Juste un constat posé dans le silence comme on pose quelque chose de fragile sur une surface qu'on ne connaît pas encore. Rama avait tourné la tête vers elle. Quelque chose avait traversé son visage, un calcul, peut-être, ou simplement une surprise. Puis elle avait hoché la tête. « Votre fille, avait-elle commencé ?» Elle s'était arrêtée. Avait bu son eau. « Nous verrons », avait-elle finalement dit. Ce n'était pas aimable. Mais ce n'était pas non plus tout à fait hostile. Pour la première fois en 5 ans, Rama n'avait pas prononcé le prénom d'Esha avec ce ton qui la transformait en accusée. Aminata était retournée dans le salon avec son verre d'eau, s'était rassise, et avait fermé les yeux. Elle priait, peut-être. Ou peut-être qu'elle laissait simplement la nuit faire son travail. Dans la chambre, Lamine et Esha se faisaient face pour la première fois sans le bruit du monde autour d'eux. Il y avait dans ce silence une intimité que ni l'un ni l'autre n'avaient encore connue dans leur relation. Ce genre d'intimité qui n'a rien à voir avec le désir mais avec quelque chose de bien plus fondamental, la conscience d'être vu entièrement, sans filtre, sans l'habillage que l'on porte pour traverser la vie en société. Les bougies projetaient sur les murs des ombres douces qui bouguaient légèrement avec l'air que leur respiration déplaçait. Les fleurs, des lys blancs et des roses orangés que la famille avait choisis embaumaient avec cette insistance tranquille des parfums floraux dans une pièce fermée. Le lit avec son drap blanc au centre de tout semblait presque trop présent, trop conscient de son propre rôle dans ce qui allait se passer. Lamine avait regardé Esha longtemps. Puis il avait pris ses mains dans les siennes, ses grandes mains qu'elle aimait, et il lui avait posé la question qu'il lui avait déjà posée au bord de la mer mais qui revenait maintenant avec une urgence nouvelle. « Ma belle, avait-il dit doucement, dis-moi la vérité. Si tu n'es pas vierge cette nuit, je me blesse et je tâche ce drap moi-même. Personne ne saura jamais rien. Ce qui compte pour moi, c'est toi. » Il y avait dans ces mots toute la complexité de cet homme, ce mélange de tendresse et de doute, d'amour et d'incertitude que 5 ans de relation honnête n'avaient pas tout à fait suffi à dissoudre parce que le doute ne se combat pas avec le temps, il se combat avec la vérité. Et Lamine, en posant cette question avec toute la douceur dont il était capable, lui offrait une sortie de secours, une façon de lui dire que son amour à lui n'était pas conditionné à cette nuit, que peu importait ce que la nuit révélait, il resterait là. Esha l'avait regardé dans les yeux. Elle avait souri, ce sourire qu'il connaissait depuis 5 ans, celui de la fenêtre ouverte, celui qui disait tout sans rien promettre. Et au lieu de répondre avec des mots, elle l'avait embrassé. Ce qui avait suivi appartenait à eux deux et à personne d'autre. La nuit avait été longue et intense et vraie, de cette vérité qui ne s'invente pas et qui ne s'explique pas non plus parce que certaines choses n'ont pas besoin de traduction pour être comprises. La chambre aux bougies et aux fleurs avait tenu ses promesses de beauté silencieuse, et le monde derrière la porte avait continué d'attendre avec cette patience que la tradition impose aux impatients. Dans le salon, Rama s'était endormie quelque part vers 3 heures du matin, la tête légèrement inclinée contre le coussin du fauteuil, avec ce visage des dormeurs qui révèle parfois, dans l'abandon du sommeil, une douceur que l'éveil s'obstine à cacher. Elle paraissait moins grande dans cette position, moins impénétrable. On voyait mieux, dans les lignes détendues de son visage, la femme de 60 ans qui avait perdu son mari et qui portait cette perte depuis une décennie dans ces mêmes lignes-là, sans jamais vraiment avoir eu la permission de le montrer. Aminata, elle, était restée éveillée plus longtemps, regardant les arabesques du plafond en pensant à sa fille, à tout ce qu'elle lui avait appris et à tout ce que la vie lui avait appris sans qu'on le lui enseigne vraiment. À tous ces matins où elle s'était levée avant l'aube pour que le bol de lait soit chaud quand Esha se réveillait. À tous ces sacrifices qui avaient l'air de rien mais qui construisent quelqu'un de l'intérieur comme on construit une maison, sans se vanter. Elle avait fini par s'endormir à son tour, peu avant l'aube, avec cette expression de quelqu'un qui a accompli quelque chose d'important et qui peut enfin se reposer. L'aube s'était levée sur Dakar avec cette lumière rose et orange propre au matin de saison sèche, cette lumière qui arrive sans prévenir et qui transforme les choses ordinaires en quelque chose qui ressemble à de la beauté. Dans les rues encore calmes des Almadies, les premiers vendeurs de pain installaient leurs plateaux, les premiers chauffeurs s'étiraient devant leurs voitures. Et la ville reprenait ce souffle long et régulier qui lui était propre avant que l'agitation du jour ordinaire vienne tout couvrir.
Dans la maison, la lumière avait glissé sous les volets et avait réveillé Rama en premier. Elle avait regardé autour d'elle, s'était souvenue, avait redressé son boubou et s'était levée avec cette dignité un peu raide des personnes âgées dont les corps ne font plus facilement les transitions. Aminata s'était réveillée à son tour, et les deux femmes s'étaient retrouvées debout dans le salon sans vraiment se regarder, chacune portant dans sa poitrine quelque chose de lourd et de différent que le matin n'avait pas suffi à alléger. D'autres membres de la famille avaient commencé à arriver. Des tantes, des cousines, une ou deux voisines dont la curiosité n'avait pas attendu l'invitation. Le salon s'était rempli progressivement de ce murmure particulier des matins d'après-mariage, ce mélange de fausses décontractions et d'attentes à peine dissimulées. On parlait de la belle cérémonie de la veille, on commentait les tenues, on se rappelait qui avait dansé le mieux, mais dans toutes ces conversations légères il y avait un sous-texte que chacun entendait clairement sans que personne le formule. Puis Rama s'était levée et avait marché vers la chambre. Elle avait frappé à la porte, doucement mais avec la fermeté d'une femme qui sait que c'est à elle que ce rôle revient. Quelques secondes de silence. Puis le bruit d'un mouvement à l'intérieur, des pas, et la porte s'était ouverte sur Lamine. Il était debout dans l'encadrement de la porte, les yeux un peu lourds du sommeil, mais quelque chose dans son visage ne ressemblait pas à la fatigue, quelque chose qui ressemblait plutôt à un calme profond, ce calme des hommes qui ont reçu dans la nuit une confirmation qu'ils n'osaient pas entièrement espérer. Il avait regardé sa mère. Puis il s'était effacé pour la laisser entrer. Rama était entrée dans la chambre. Aminata avait suivi, et derrière elle quelques autres femmes, dans cette procession solennelle qui était la dernière étape de la tradition. La chambre sentait encore les bougies et les fleurs, cette odeur douce et un peu têtue qui reste après que les flammes sont éteintes. Esha était assise sur le bord du lit, les cheveux légèrement défaits, les yeux clairs, avec cette posture de quelqu'un qui vous attend et qui n'a aucune raison de s'en faire. Et puis les regards étaient allés vers le drap. Le drap blanc, taché de sang. La preuve. Rama avait regardé le drap. Elle avait regardé plusieurs secondes, debout dans cette chambre parfumée avec les autres femmes autour d'elle dans un silence qui était différent de tous les silences de la nuit précédente. Et puis quelque chose avait cédé en elle. Pas de façon spectaculaire, pas avec des cris ou des gestes excessifs, mais avec cette façon particulièrement humaine qu'ont les femmes fortes de montrer leur émotion quand elles n'ont plus la force de la tenir en laisse. Ses genoux avaient fléchi. Elle s'était retrouvée par terre, assise sur le carrelage frais de la chambre, les deux mains sur la bouche, et elle pleurait. Elle pleurait comme on pleure quand on a eu tort de bout en bout et qu'on le sait. Comme on pleure quand 5 années de mauvaises pensées sur quelqu'un s'effondrent en une seconde devant une vérité qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Elle pleurait de soulagement aussi, et de honte, et de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, cette gratitude maladroite de quelqu'un qui réalise qu'il a été protégé de lui-même par la réalité. Aminata avait regardé Rama par terre et ses yeux à elle s'étaient remplis aussi, mais de larmes différentes, les larmes de quelqu'un qui savait depuis le début comment cette histoire allait se terminer et qui avait quand même eu le cœur serré pendant toutes ces nuits d'attente. Elle avait regardé sa fille. Esha la regardait en retour avec dans les yeux une tendresse infinie, une de ces tendresses qui ne demandent rien et qui donnent tout. Aminata avait pensé que si elle n'avait jamais rien fait de bien dans sa vie, elle avait au moins réussi ça. Les autres femmes dans la chambre avaient réagi chacune à leur façon. Des youyous avaient fusé, discrets d'abord puis de plus en plus francs, et cette explosion de joie avait dissous la tension qui pesait sur la pièce depuis le début de la matinée. Lamine avait aidé sa mère à se relever. Il l'avait tenue par le bras, regardé dans les yeux, et sans rien dire il lui avait communiqué ce que les mots n'auraient pas suffi à exprimer. Rama s'était essuyé les joues avec la main. Elle avait pris une grande inspiration. Et puis elle s'était tournée vers Esha. Esha était restée assise sur le bord du lit, immobile, avec ce calme qui était sa vraie nature profonde, celle que les apparences de façade dissimulaient au regard pressé. Elle attendait. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui attendait des excuses, ni d'une femme qui avait des comptes à régler. Elle avait l'air d'une femme qui avait dit la vérité depuis le premier jour et qui n'avait jamais cessé de la dire même quand personne ne voulait l'entendre. Rama s'était approchée d'elle. Elle s'était assise à côté d'elle sur le bord du lit. Et elle avait parlé. Elle avait parlé lentement, avec cette gravité des personnes qui pèsent leurs mots parce qu'elles savent que ce qu'elles disent ne pourra pas être effacé une fois dit. Elle avait dit qu'elle avait eu tort. Qu'elle avait regardé Esha avec des yeux qui n'avaient vu que la surface des choses, que les tenues et les attitudes, et qu'elle avait construit là-dessus une image qui n'avait aucun rapport avec la réalité.
Elle avait dit qu'elle lui demandait pardon, pas de façon formelle, pas de façon rituelle, mais vraiment, du fond de quelque chose qui faisait mal à avouer. « Je pensais que tu étais ce genre de fille, » avait-elle dit. « Tu m'as surprise. Pardonne-moi. » Esha avait regardé cette femme qui avait passé 5 ans à la juger en silence. Et au lieu de la rancune, au lieu de la satisfaction froide de celle qui a eu raison devant celle qui avait tort, il y avait eu quelque chose d'autre dans ses yeux, quelque chose de plus grand, de plus généreux, qui ressemblait à la compréhension. « Je vous comprends, maman », avait-elle dit en utilisant pour la première fois ce mot avec une signification nouvelle. « Tout le monde pensait comme vous. Je ne vous en veux pas. » Rama l'avait regardée quelques instants. Puis elle l'avait prise dans ses bras. Et ce geste simple d'une femme âgée qui serre contre sa poitrine la jeune femme qu'elle n'avait pas voulu accepter avait été plus fort que tous les discours, plus définitif que n'importe quelle déclaration. Dans cette accolade il y avait le début de quelque chose que 5 ans d'hostilité froide n'avaient pas laissé exister. Une relation. Une vraie. Lamine avait vu ça depuis le seuil de la chambre. Il avait vu sa mère et sa femme. Ces 2 femmes entre lesquelles il avait vécu pendant 5 ans dans la tension silencieuse de quelqu'un qui aime les deux sans pouvoir réconcilier leur monde, il les avait vues se tenir l'une l'autre dans cette chambre qui sentait encore les bougies. Et quelque chose en lui avait répondu à ce spectacle avec une force qu'il n'attendait pas, une émotion brutale et douce à la fois, le genre d'émotion qu'un homme tient généralement à distance parce qu'elle dit trop choses vraies sur lui. Il s'était retourné vers le couloir pour que personne ne voie son visage à ce moment-là. Parce qu'il y a des instants dans la vie qui appartiennent d'abord à soi-même, avant d'appartenir au regard des autres. Les jours qui avaient suivi avaient été remplis de visites, de repas partagés, de conversations qui avaient désormais une légèreté nouvelle. La distance entre Rama et Esha ne s'était pas effacée en une nuit, ces choses-là ne fonctionnent pas comme ça, mais elle avait commencé à se combler avec cette lenteur sérieuse des constructions durables. Rama avait commencé à appeler Esha ma belle-fille sans que ce mot sonne comme un titre administratif. Esha avait commencé à s'asseoir près de Rama dans les dîners sans ressentir le besoin de se protéger. Un jeudi après-midi, Esha était arrivée chez Rama sans que personne l'ait invitée. Elle avait apporté des ingrédients dans un grand sac, du poisson frais du marché de Soumbédioune, des tomates, du riz de bonne qualité. Et elle avait dit simplement qu'elle avait envie d'apprendre à préparer le thieboudienne comme Rama le faisait, parce que Lamine lui avait dit que c'était le meilleur qu'il avait jamais mangé. Rama l'avait regardé quelques secondes avec cet examen du regard qu'elle n'avait pas encore tout à fait abandonné. Puis elle avait reposé sa tasse sur la table basse et s'était levée. « Viens avec moi dans la cuisine », avait-elle dit. Et elles y étaient restées 2h30, côte à côte devant le fourneau, à parler d'épices et de proportions et de la façon dont on sait qu'un plat est prêt par l'odeur avant même de le goûter. Ce n'était pas une réconciliation extraordinaire. C'était mieux que ça. C'était le début d'une habitude. Aminata avait observé tout ça avec la satisfaction des mères qui ont fait confiance à leur enfant contre vent et marée et qui voient cette confiance se justifier dans les faits. Elle était venue prendre le café un matin dans la grande maison des Almadi. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, les 2 mères s'étaient parlé vraiment, au-delà des politesses de façade, avec cette franchise un peu maladroite de 2 femmes qui réalisent qu'elles auraient pu être alliées bien plus tôt si les peurs et les préjugés n'avaient pas décidé de tenir compagnie entre elles. Elles avaient parlé de leurs fils et de leurs filles, de ce que c'est que d'élever quelqu'un dans une ville qui change trop vite, de ce que c'est que de vieillir et de voir ses enfants construire des vies qu'on ne reconnaît pas toujours mais qu'on apprend à respecter. Aminata avait parlé de son travail à la clinique, des patients qu'on perd et de ceux qu'on sauve et de la ligne fragile entre les deux. Rama avait parlé de son mari, de cet homme qu'elle n'avait pas mentionné en public depuis des années parce que le deuil a cette façon de devenir tabou avec le temps. Et dans cet échange-là, ordinaire et profond à la fois, quelque chose s'était construit entre elles qui n'avait pas de nom précis mais qui ressemblait à de la compréhension mutuelle. 2 semaines après le mariage, Lamine avait posé 2 billets d'avion sur la table devant Esha. Tanzanie. Elle avait regardé les billets, puis l'avait regardé à nouveau avec ce sourire de la fenêtre ouverte. Il avait haussé les épaules avec cette désinvolture calculée des hommes qui aiment faire des surprises et qui ont attendu longtemps le bon moment pour les sortir. Le Serengeti, les plages de Zanzibar, les couchers de soleil qui durent des heures. Tu mérites un voyage qui ressemble à ce que tu es, avait-il dit. Ils étaient partis un vendredi matin depuis l'aéroport de Dakar, les mains tenues dans l'avion comme 2 personnes qui n'ont pas encore fini d'apprendre l'un l'autre et qui savent qu'elles ont du temps devant elles. La Tanzanie les avait accueillis avec cette générosité des pays immenses qui ne posent aucune question et qui donnent à chacun l'espace dont il a besoin pour être pleinement lui-même.
Ils avaient marché dans la savane au lever du soleil, avaient vu les éléphants traverser un cours d'eau dans la lumière dorée du matin, avaient mangé des fruits inconnus sur des terrasses au-dessus de la mer turquoise, avaient dormi dans des lodges en bois où les étoiles se voyaient depuis le lit. Dans le Serengeti, un matin très tôt, ils s'étaient assis sur le toit d'un véhicule découvert pendant que leur guide regardait l'horizon avec ses jumelles, et dans le silence de cette savane immense, avec l'herbe sèche qui bruissait et les oiseaux qui commençaient à s'éveiller, Esha avait posé la tête sur l'épaule de Lamine et avait fermé les yeux. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait rien eu besoin de dire. Lamine avait appuyé sa joue contre ses cheveux et ils étaient restés ainsi plusieurs minutes, pendant que le monde autour d'eux se réveillait avec son indifférence magnifique au drame des êtres humains. Dans chacun de ces moments, il y avait quelque chose qui n'était pas présent dans leur relation avant cette nuit-là à Dakar, une légèreté nouvelle, une façon d'être ensemble sans le poids d'aucune incertitude, sans la question silencieuse qui avait parfois traversé les regards de Lamine même quand il pensait la cacher. Un soir sur l'île de Zanzibar, assis sur la plage avec les pieds dans le sable encore chaud de la journée et l'océan devant eux qui s'étendait jusqu'à l'horizon invisible, Esha avait posé la tête sur l'épaule de Lamine. Il avait appuyé sa joue contre ses cheveux. Il n'avait rien dit pendant longtemps. Puis Esha avait parlé. Elle avait parlé de quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute avant, même à lui. Elle avait dit que pendant toutes ces années, les années de regards de quartier et de murmures et de jugements sur ses vêtements et ses attitudes, il y avait des soirs où elle rentrait chez sa mère et se demandait si elle n'aurait pas dû changer. S'habiller différemment. Rire moins fort. Baisser les yeux davantage. Devenir cette version d'elle-même que les autres attendaient pour arrêter de la suspecter. Elle avait dit qu'elle ne l'avait pas fait. Non pas par arrogance ou par défi, mais parce que quelque chose en elle résistait à l'idée de se rétrécir pour entrer dans le cadre que quelqu'un d'autre avait décidé pour elle. Et que pendant des années, cette résistance lui avait parfois coûté cher en tranquillité d'esprit. Lamine l'avait écoutée sans l'interrompre. La mer était calme ce soir-là, avec ses petites vagues régulières et basses qui ressemblent à une respiration. Il avait réfléchi avant de répondre, avec cette façon qu'il avait de prendre le temps qu'une réponse méritait. Puis il avait dit qu'il était désolé. Désolé de ne pas avoir été assez courageux pour dire à sa mère, dès le premier jour, que le jugement d'Esha lui appartenait à lui seul. Qu'il aurait dû protéger mieux. Il n'avait pas dit ça pour se flageller, mais avec cette honnêteté tranquille de quelqu'un qui reconnaît une erreur sans chercher à s'en absoudre trop vite. Esha avait relevé la tête de son épaule et l'avait regardé. « Tu l'as dit la nuit de notre mariage », avait-elle répondu. « Tu m'as dit que tu étais prêt à te blesser pour moi. » Ce n'était pas rien. Il avait souri, ce petit sourire qu'il réservait au moment où quelqu'un le surprenait en train d'être meilleur qu'il ne pensait l'être. Elle avait posé la main sur la sienne dans le sable. Et ils avaient repris leur silence, ce silence qui n'était pas un manque de mots mais un trop-plein de tout le reste. Cette histoire-là, l'histoire d'Esha et de Lamine, pourrait sembler simple à résumer. Une jeune femme que tout le monde avait jugée sur ses apparences. Un homme qu'il aimait mais qui avait laissé le doute s'installer malgré lui. Une tradition qui aurait pu être une humiliation et qui s'était transformée en révélation. Mais il y a dans cette histoire quelque chose qui va bien au-delà de la vérification d'un drap un matin d'octobre à Dakar. Ce que cette histoire dit, ce qu'elle chuchote en dessous de tous ces événements visibles, c'est que les apparences ne sont jamais la réalité. Que les vêtements qu'une femme choisit de porter ne disent rien sur la profondeur de ce qu'elle est. Que les jugements que l'on fabrique sur les autres à partir de ce que l'on voit de leur surface sont presque toujours des mensonges que l'on se raconte à soi-même pour ne pas avoir à regarder plus loin. Rama avait regardé les tenues d'Esha et avait cru lire une histoire. Mais l'histoire vraie était ailleurs, dans les choix que cette jeune femme avait faits dans l'obscurité, sans témoins, sans applaudissements, pour des raisons qui lui appartenaient et que personne d'autre n'avait pris la peine de lui demander. Ce que cette histoire dit aussi, c'est qu'il faut parfois du courage pour dire la vérité dans un monde qui a décidé à l'avance qu'il ne vous croit pas. Esha aurait pu se défendre, argumenter, protester contre les regards et les murmures qui avaient suivi chacun de ses pas pendant 5 ans. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait simplement continué à être ce qu'elle était, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que la vérité n'a pas besoin d'être criée pour finir par être entendue. Et ce que cette histoire dit enfin, peut-être la chose la plus difficile à entendre parce qu'elle nous concerne tous, c'est que nous sommes capables de blesser profondément les gens que nous prétendons aimer avec nos suppositions. Lamine aimait Esha. Rama aimait son fils. Mais l'une avait laissé ses préjugés écrire une histoire fausse sur une femme réelle, et l'autre avait laissé ce doute minuscule mais persistant traverser son amour comme une fissure dans du bois noble.
Ce sont des erreurs humaines, des erreurs compréhensibles, des erreurs que nous faisons tous à des degrés divers. L'important n'est pas de ne jamais les faire. L'important est de savoir les reconnaître quand la réalité nous les met en face. Parce que la réalité finit toujours par se montrer. Un matin d'octobre, dans une chambre qui sent les bougies et les lys blancs, devant un drap qui ne ment pas.